Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 80e numéro du podcast Orge Capital pour vous parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Ça sera évidemment le thème de ce podcast. Mais avant ça, avant de vous présenter l'équipe, je voulais avoir un petit mot sur un événement qui est intervenu hier. Il y a eu un accident qui s'est produit à l'issue de la rencontre entre le FC Lorient et le Stade Rennais au stade du Moustoir. Il y a une rampe de luminothérapie qui est tombée sur un jardinier. L'homme n'a pas survécu à ses blessures, un homme de 39 ans avec trois enfants. Donc c'est une bien triste nouvelle et je voulais adresser toutes nos pensées et nos condoléances à ses proches au nom de Paris United. Voilà, c'était important de le dire. L'année 2020 qui malheureusement n'épargne personne. Revenons aux sportifs et au Paris Saint-Germain. Je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. C'est l'équipe habituelle qui tourne le plus en ce moment, on va dire, l'équipe titulaire avec tout d'abord Mousse. Mousse, comment ça va en ce lundi matin? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien, merci. Tranquillement. Et on se réveille, voilà, parce que nous, on enregistre le podcast, évidemment, on n'est pas en direct. Donc là, il est 11h07 quand nous enregistrons le podcast. Donc nous avons des petits yeux, c'est normal. Yacine Amned également. Ça va, Yacine? Ça va et vous? Pareil, on se lève tranquillement, on se réveille tout doucement. Ça va venir. On va se mettre dedans, tranquillement. Nicolas Purabo également qui est avec nous, et vous le voyez, il sort de la douche puisqu'il a les cheveux encore mouillés. Je savais que tu allais commencer comme ça. C'est honteux ce que tu fais, Hugo. Alors, bonjour à tous. Ouais, moi, je suis peut-être les cheveux mouillés, mais je suis réveillé, donc tout va bien. Parce que moi, je me lève pas à 11h, monsieur. je ne savais pas si je parlais de tes cheveux mouillés ou du doudou qui est derrière toi. J'ai hésité. Ouais. Il a une histoire, je vous la raconterai un jour, peut-être. Ouais, autant que les cartes Pokémon de l'enfant de Yacine. Très beau petit doudou. Très bien, il va être bien représenté derrière. Évidemment, on va parler du choc hier qui a eu lieu entre Lille et le Paris Saint-Germain, le premier contre le deuxième. Un match équilibré au niveau des occasions, personne n'aura réussi à marquer, un choc sans vainqueur. Et l'information principale de ce choc, c'est que Lille prend la place de leader avec 33 points, garde sa place de leader. Lyon est deuxième à égalité de points, à 33 points, et le PSG est troisième à 32 points. Et ma première question, messieurs, je vais me tourner vers toi, Yacine. Est-ce que le PSG a perdu 2 points hier sur ce match? Alors, oui, malgré tout, oui. Pour terminer l'intro, le PSG a eu la maîtrise du ballon, a eu la possession, mais dans le dernier geste, c'est ça qui a été le plus défaillant. Mais pour toi, par rapport à la physionomie du match, est-ce que le PSG a perdu 2 points? Oui, parce que je pense qu'ils ont bien pris Lille. Je pense que Lille a été décevant aussi. A même eu peur, parce qu'on l'entend dans le temps additionnel, je crois que Christophe Galtier dira à son joueur doucement, calme-toi, en gros, c'est bon, ça sert à rien de mettre le feu maintenant. Il y a 0-0, c'est très bien. Et on oublie aussi un peu vite, je trouve, l'arrêt de Maignan juste avant la mi-temps. Parce que c'est vrai que Paris ne se crée pas de grosses occasions, mais celle-là, c'en est une belle. Et l'arrêt de Maignan, il est important parce que je pense qu'on avait un peu l'impression d'un match où le premier qui marquerait. En tout cas, les deux équipes avaient peur de prendre le premier but, on va dire. Voilà. Donc je pense que malgré tout, oui, Paris méritait mieux. Alors un peu mieux, hein. C'est pas un scandale qu'il y ait 0-0, mais oui, un peu mieux. Mousse, est-ce qu'il y a des regrets, comme le dit Yacine, à avoir sur le match, compte tenu des situations pour les deux équipes? Alors certes, il n'y avait que 2 tirs cadrés à la mi-temps. Il n'y a finalement eu qu'un tir cadré pour le Paris Saint-Germain. J'ai les stats, hein. 9 tirs côté Lille, 3 cadrés, et 8 tirs côté PSG, 1 cadré. Est-ce qu'il y a des regrets à avoir sur le match d'hier? J'ai un souci de téléphone, Hugo. Je coupe et je reviens tout de suite. Je laisse. Je te laisse régler ton problème de téléphone et je me tourne vers Nico. Nico, je te pose une question. Est-ce que le PSG peut avoir des regrets sur la physionomie du match? Oh, oui, parce qu'il y a la maîtrise, il y a la possession, et puis surtout, il y a la faiblesse lilloise. Donc, du coup, tu as des regrets par rapport à ça. Après, on n'a pas vu un PSG qui a fait suffisamment offensivement pour vraiment aller chercher la victoire. Et puis moi, je vais prendre 2-3 jours de recul. Si vendredi ou jeudi, on nous avait dit, bon, il y aura un match nul à Lille, est-ce que ce serait un mauvais résultat? On aurait tous dit non, parce qu'on avait plutôt peur de subir une grosse soirée lilloise et d'être en difficulté. À l'arrivée, il n'y a aucun danger ou presque. Tu maîtrises ce match, tu gagnes pas, mais je trouve que tu sors de ce match avec plus de côté positif que négatif. Donc c'est un bon point qu'il faut savoir prendre et puis qui laisse vraiment la suite de la saison très ouverte et qui te met pas en crise, même quasiment, je vais te le dire. Que si tu perds hier soir, je sais pas trop comment tu prépares le match de Strasbourg et surtout la trêve. Là, au moins, on a retrouvé un PSG un peu plus cohérent, un peu plus fort, même, j'ai envie de dire. Et donc, ouais, plutôt bon point quand même.
C'est vrai que Yacine, sans Mbappé ni Neymar, on pouvait avoir peur de se dire quand même, face à une équipe de Lille qui est la plus séduisante, la plus offensive, la plus équilibrée, on va dire, de cette Ligue 1, il y avait des doutes à avoir quand même contre cette équipe du LOSC. Et finalement, les Parisiens l'ont bien contenu, ont bien maîtrisé le ballon et ont annihilé avec même Christophe Galtier le disait en fin de match, un gros pressing dès la perte du ballon des Parisiens. Et on a rarement vu ça du côté PSG cette saison. Ouais, alors j'ai envie de dire que quand tu joues avec 8 joueurs défensifs, heureusement que tu es plutôt solide. Mais en fait, il y a aussi la distance du bloc. Et effectivement, Paris a joué quand même très haut. Mais on voit bien que, en fait, finalement, ce qu'on répète semaine après semaine depuis septembre, oui, quand il y a Marquinhos derrière, le bloc, il est 20 mètres, 25, 30 mètres plus haut que d'habitude, que quand il y a Danilo. Ça, c'est tout le temps comme ça. On voit que Kimpembe a un autre comportement quand il y a Marquinhos. Euh, on voit que oui, sans Neymar et Mbappé, collectivement, il y a une construction qui est plus intelligente, plus cohérente. Voilà. Alors effectivement, il te manque l'étincelle offensive, et ça sera un problème, on va en reparler après. Mais en fait, globalement et collectivement, tu ressembles plus à une équipe. Parce que tu ne cherches pas un seul joueur sur le terrain, parce que chacun joue les uns pour les autres. Voilà, c'est ce qu'on répète depuis des semaines. En fait, il faudrait cet état d'esprit et ce jeu, entre guillemets, avec Mbappé et Neymar. Mais pour qu'il y ait ce jeu avec Mbappé et Neymar, il faut qu'Mbappé et Neymar aient envie de se fondre dans le collectif et de pas vouloir tous les ballons. Et quand tu leur donnes pas un ballon, bah, ils font des grands gestes pour que tout le monde ait bien vu que tu ne vas pas donner le ballon. Voilà, donc on revient à ce qu'on a dit contre le Real Madrid l'année dernière. La première mi-temps de Leipzig cette année, malgré tout, ou les 25 premières minutes, je ne me rappelle plus très bien, mais voilà. Quand ils ne sont pas là, collectivement, c'est mieux. Il te manque quelque chose devant pour terminer, mais malgré tout, collectivement, c'est mieux. Mousse, ça y est, tu as réglé ton problème de téléphone? Désolé. Alors, je peux te dire de ce dont on parlait. Je posais la question à Yacine Nico si est-ce que le PSG est-ce qu'on avait senti des joueurs plus libérés, plus forts collectivement quand en l'absence d'Mbappé et Neymar, et on a senti aussi un PSG, je disais, qui était plutôt à l'aise physiquement, qui a exercé un pressing sur le bloc lillois, qui les a empêchés justement de se créer ce jeu qui d'habitude fait mal aux équipes de Ligue 1 et même en Europe. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance des Parisiens hier, notamment Yacine disait que le bloc du PSG était beaucoup plus haut avec Marquinhos, et du coup, les Parisiens se retrouvaient plus rapidement devant le but lillois. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne rencontre. Alors sans doute parce que les rencontres qu'on a vues avant, c'était pas terrible. Mais c'est vrai qu'hier, on en parlait un peu avant d'enregistrer. Ça m'a rappelé un peu le match face à Madrid en Ligue des Champions, même si à l'époque Madrid était encore plus faible que Lille, j'allais dire, même si Lille c'est pas faible. Mais hier, c'est vrai que avant que ça ne coupe, Yacine disait qu'ils étaient un peu décevants, et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une opposition un peu plus difficile. Mais la réaction, en tout cas, des Parisiens, elle a été bonne. Et évidemment que quand je me suis reconnecté, j'ai entendu la fin du débat sur Neymar et Mbappé. Hier, j'en parlais avec vous sur le groupe. Et par exemple, quelqu'un comme Idrissa Gueye, moi, j'ai trouvé qu'il a pris plus d'initiative que d'habitude. Kurzawa, c'est pareil. Offensivement, j'ai trouvé plutôt bon hier, Kurzawa. Et c'est vrai que sans Neymar, sans Mbappé, peut-être que d'abord, tu retrouves un collectif qui est mieux huilé. Alors, je ne dis pas qu'il faut jouer sans Neymar et Mbappé, évidemment. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que Neymar et Mbappé s'adaptent un peu plus et qu'ils fassent le job, en fait. Parce qu'on se rend compte que, imaginez cette équipe qui est collective, qui défend en équipe, etc. Si tu ajoutes ces deux super joueurs qui participent eux aussi au contre-pressing, à gêner la relance adverse, etc., là, on aura une équipe quasiment imbattable. Donc, même si, encore une fois, hier, l'opposition, c'est pas ce que c'était, mais le comportement des joueurs hier, c'est plutôt rassurant. C'est vrai qu'il y avait un peu de fatigue en deuxième mi-temps. C'est vrai aussi qu'ils ont eu un peu de mal à rentrer. 10-15 premières minutes, un peu bizarre. Mais après, ils ont fait le job jusqu'à la 90e. Et ça aussi, c'est un fait à noter parce que ces derniers temps, même quand Paris faisait une bonne première mi-temps, en général, ils baissaient totalement les bras en deuxième. Et ce qui a été rassurant hier, c'est qu'évidemment, ils ont joué pendant 90 minutes sur quasiment la même intensité. Nico, toi aussi, tu as senti des joueurs plus libérés collectivement. Et j'ai deux questions en une. Est-ce que c'est possible, comme disait Mousse,
d'avoir un Mbappé et Neymar qui se mettent au service du collectif et on l'a jamais trop vu, on va dire, d'avoir les deux devant à un gros niveau et l'équipe aussi qui suivait derrière. C'était souvent soit l'un, soit l'autre. Est-ce que c'est possible d'avoir cette osmose, toute cette osmose, pardon? Je ne sais pas si c'est possible, on le verra avec le successeur de Tourelle, peut-être. En tout cas, Tourelle, lui, ne trouve pas la solution. Il y a eu de temps en temps des performances d'équipe avec les deux. Je pense au match référence qui est peut-être celui contre Liverpool, notamment en Ligue des Champions, en phase de poule. Mais ça commence à remonter. Et puis surtout, c'est pas quelque chose qui revient suffisamment régulièrement pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'hier, enfin, les déséquilibres dans une équipe, je pense que c'est normal. Ça fait même partie du foot. Si tu fais pas de déséquilibre, tu vas pas chercher des buts. Donc c'est bien d'avoir des déséquilibres. Le problème avec Neymar et Mbappé, c'est que le déséquilibre, il se transforme très vite en désorganisation, moi j'ai l'impression. Parce que tu le vois, la réaction des joueurs sur le terrain, tu vois aussi Tourelle sur le banc, ils passent leur temps à replacer, donc c'est que c'est pas voulu à ce point-là. C'est pas possible d'avoir autant une équipe coupée en deux avec ces deux-là. Donc il y a un vrai problème. Après, qui défendent pas trop encore, j'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est pas le plus gênant, parce qu'avec un 5-3-2, tu as quand même du monde derrière pour assurer ce travail-là. Mais là où la différence, moi je trouve qu'elle est frappante, et c'est ce que disait Yacine, c'est que quand les deux ne sont pas là, ils aimandent plus les ballons. Il n'y a plus ce côté monopoliser tout, quoi. Quand tu as un Neymar qui garde le ballon aussi longtemps, qui va aller défier son adversaire direct parce qu'il a pris un petit coup 5 minutes avant, bah, c'est ce qu'on avait dit plusieurs fois, ça ralentit le bloc, ça ralentit les appels autour, tu sais plus les latéraux, va trouver le bon moment pour ton appel quand tu as Neymar qui a le ballon, tu sais jamais quand tu dois y aller. C'est vrai que quand ils sont pas là, tout est plus simple parce que bah, Rafinha il garde pas le ballon un quart d'heure, Verratti fait toujours la passe juste, les autres autour s'adaptent. Donc c'est plus offensivement, moi je trouve que ça donne cette fluidité. Après le côté défensif, comme je l'ai dit, on peut trouver un système qui donne de la liberté aux deux de devant où ils ont moins travaillé, mais ça ne doit pas être au détriment du jeu en lui-même, quoi. Il faut respecter le jeu et c'est le problème, c'est que les deux ne respectent pas le jeu. Et l'entrée d'Mbappé hier, encore une fois, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est une entrée qui est juste dégueulasse. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ça te fout dans la merde pendant 20 minutes parce qu'il te déséquilibre tout. Et surtout, voilà, on repart dans cette espèce de petit cycle où quand il m'appelle ballon, tu sais plus ce qui va se passer parce qu'il n'y a plus de logique dans son jeu à part je vais montrer que je sais faire un crochet. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de Passement de différence, jambes. pas beaucoup de différence, ni même beaucoup de sprint pour proposer quelque chose. Yacine, avant de rentrer dans les performances individuelles, parlons du 5-3-2 dont évoquait Nico. Comment tu as trouvé, c'est le système du PSG qui est utilisé en ce moment, ce 3-5-2 avec, il y avait une défense Marquinhos, Kerrer, Kimpembe, Bakker, Florenzi sur les côtés, un milieu de terrain Verratti, Gay, Rafinha qu'on n'avait jamais vu, je pense, jusqu'à maintenant, Di Maria, Kean. Euh, Dans Paris, il y a le contrôle du ballon. On a vu un milieu de terrain plutôt à l'aise. Voilà, un grand Verratti, un très bon Rafinha, un bon Gana Gueye. Paris a eu les situations pour scorer, mais il a manqué de précision dans le dernier geste, dans la finalisation des actions. Comment tu l'as trouvé, toi, ce 5-3-2 par rapport à un bloc lillois qui se projette très vite, rapidement en compte, un 4-4-2 qui aurait pu vite faire exploser le système du PSG? Moi, je continue de penser que c'est pas le bon système. C'est un bon système ponctuellement, mais c'est pas le bon système sur la durée. Parce que finalement, la première vraie grosse période du PSG, elle est au moment où Marquinhos se décide de monter au milieu et donc pratiquement de jouer en 4-3-3. 4-4-2, 4-3-3. Bon, c'était un peu hybride puisque Rafinha, on savait plus trop où il était, mais en tout cas, Marquinhos avait été positionné comme un 6 devant Kerrer et Kimpembe. Et c'est le moment où Paris a récupéré le plus de ballons, le plus vite, etc. Je pense que c'est pas le système. Maintenant, il y a eu des choses intéressantes, comme par exemple le nombre de centres. Mais finalement, le côté pervers du système, c'est que peut-être que tu as beaucoup de monde donc pour défendre, pour récupérer le ballon. C'est un système où tu dois utiliser les couloirs, sauf que quand tu centres, il n'y a plus personne devant le but. Parce que Rafinha, Verratti, on sait très bien que c'est pas là où ils vont être, que Yakin qui fait les appels et que Di Maria, c'est pas un joueur d'axe comme ça, de deuxième attaquant. Donc finalement, soit Keane récupère le ballon, enfin coupe les trajectoires et marque, ou soit il n'y aura personne. Il y a eu quand même, je sais plus, à l'heure de jeu, je crois qu'ils avaient donné la stat, c'était 14 centres. Mais pour qui? Pourquoi? Enfin, voilà. Donc il y a des choses qui sont incohérentes. Malgré tout, il y a des, comme l'a dit Nico aussi tout à l'heure, il y a des points qui sont à souligner. Ce milieu de terrain-là, qui a été très intéressant.
le Marquinhos, encore une fois, voilà. Quand il est là, il y a le bloc qui est différent. Et malgré tout, même si il a du déchet, il y a Keane. Parce qu'au moins, lui, tu vois ce qu'on disait sur les appels de balles quand Nico a dit, ouais, les latéraux, des fois, ils ne savent pas quand il faut y aller avec Neymar. En fait, Keane, lui, il s'en fout, il fait les appels. Pour l'instant. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, lui, il fait les appels. Et c'est déjà bien parce que ça veut dire que le jour où il y aura un joueur qui pourra jouer avec lui, ça va créer des choses. Aujourd'hui, il est trop seul en pointe, quoi. Ouais. On va parler ensuite, comme tu l'évoquais, de Marquinhos et du milieu de terrain qui m'a marché, même de Kimpembe. Mais avant ça, j'ai une stat à vous donner quand même sur ce résultat, 0-0. Une stat Opta que j'ai vue hier, que je voulais vous donner aujourd'hui. Il s'agit du premier match nul, le premier 0-0 du PSG en Ligue 1 depuis le 19 mai 2018 contre Caen. C'est la première fois que le PSG termine une rencontre de l'élite sur un score vierge avec Thomas Tuchel comme entraîneur. Il a fait 81 matchs. Ça exprime aussi, Mousse, le manque d'efficacité le manque d'efficacité des attaquants parisiens, parce que je rappelle, le Paris Saint-Germain a terminé avec un tir cadré. Ouais, après, c'est comme l'a dit Yacine, hein, c'est aussi lié à la composition de l'attaque parisienne d'hier soir, Di Maria et Keane, même si Keane, évidemment, c'est un vrai buteur et qu'il lui a fait des appels et puis il a bien même failli marquer sur un centre de Kurzawa, il me semble. Ouais, en début de deuxième période, je crois vers la 50e, où il coupe bien le centre de Kurzawa. Ouais. Voilà. Par contre, Keane, ouais, il est quand même beaucoup de maladresse hein, dans son jeu, que ce soit parfois, alors je ne parle pas forcément du match d'hier, hein, mais tous les matchs où il a été titulaire ces derniers temps. Il y a quand même des choses à travailler, hein, la conduite de balle, il y a parfois du déchet technique aux abords des 16 mètres. Mais comme l'a dit Yacine, c'est un joueur qui est combatif et qui n'abandonne pas, quoi qu'il arrive. Hier, il a fait des appels, il a proposé, il a aussi fait un petit peu de pressing malgré tout. Et quant à Di Maria, j'ai lu le papier de Yacine. Bon, c'est normal, c'est aussi mon travail, mais comme il l'a dit, c'est difficile à juger le match de Di Maria parce qu'il a fait des choses géniales hier. Il y a eu quelques inspirations, de très belles inspirations. Et à côté de ça, un déchet technique incroyable. Le nombre de ballons qu'il a perdu en tentant de passer parfois lui aussi en un contre un ou parfois sur des mauvais choix ou des passes mal maîtrisées. Je ne sais pas ce que ça aurait donné s'il avait été aligné avec un autre attaquant, Keane, par exemple avec Mbappé. Je ne suis pas sûr que ça aurait été mieux vu l'entrée d'Mbappé hier, mais Keane, il faut l'encourager en fait. Hein. Pour moi, aujourd'hui, c'est le numéro 9 de l'équipe. Parce qu'Mbappé est moins bien, même s'il a marqué récemment, mais il reste quand même moins bien. Et dans ses attitudes, il y a toujours des choses à lui reprocher. Keane, il y a de la maladresse, mais sur son comportement, tu n'as pas grand-chose à lui reprocher. Je vais te parler aussi de l'attaque. Nico, tu vas me donner ton avis sur Keane et Di Maria, mais une autre stat aussi pour illustrer le manque d'efficacité parisien hier. Depuis le début de l'ère QSI, par saison, le nombre de matchs où Paris a cadré un tir ou moins en Ligue 1. En 2011-2012, un match où Paris n'avait cadré qu'un seul tir. En 2012-2013, aucun. 2013-2014, pareil. 2014-2015, pareil. 2015-2016, pareil. Un en 2016-2017. Un en 2017-2018. Et là, on est à moitié du chemin en championnat. Et déjà 3 matchs en 2020-2021 où le Paris Saint-Germain termine avec un seul tir cadré dans le match. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Est-ce que ça exprime un certain manque d'inefficacité? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport aussi à ce qu'on a vu hier, pour aller un peu dans ce que disait Mousse, du match de Keane, qui certes a fait beaucoup d'appels, mais il y a eu un peu de maladresse dans le dernier geste, et Di Maria qu'on a vu que par intermittence, on va dire. Il y a plusieurs explications. Déjà, effectivement, Keane, c'est la bonne surprise. On est tous d'accord, on ne s'attendait pas à le voir à ce niveau-là à son arrivée, mais il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur qui est prêté par un club comme Everton où il ne jouait quasiment pas. Donc on n'a pas récupéré Lewandowski, il faut quand même avoir conscience de ça. C'est une bonne pioche pour le moment parce qu'il s'adapte bien, il fait de bonnes choses, mais ça reste un jeune joueur perfectible. Di Maria hier, c'est pareil. Je vous rappelle où était Di Maria il y a 15 jours. Il était au fond du trou, il jouait plus, il mettait plus un pied devant l'autre. Là, il est titulaire, il fait un match convenable à un poste qui n'est pas forcément là où le son meilleur. Et puis c'est pareil, il revient. Et puis encore une fois, par rapport à ce début de saison, il ne faut pas qu'on oublie qu'on parle d'une équipe qui est sur les rotules, qui a plus de 6 blessés par match en moyenne depuis le début de la saison, qu'un mec comme Neymar a manqué déjà 10 rencontres, je crois. Tout ça, ça doit être pris en compte dans un ensemble vraiment qui fait que c'est difficile pour Paris en ce moment. Donc le match d'hier,
si on veut faire la fine bouche, on va effectivement expliquer que offensivement, l'équipe d'hier, elle n'était pas super performante parce que ça manquait de plein de choses. Maintenant, si on veut mettre un tout petit peu d'eau dans notre vin et voir le côté positif, bah, malgré tout, hier, on a les meilleures occasions. Il y a pas beaucoup de frappes cadrées, mais il y a quand même des vraies situations. Moi, je pense surtout à la tête de Rafinha, qui est vraiment le bon geste. Ouais, sur Et le côté. Maignan était battu pour le coup, ouais, au premier poteau. On voit l'action au ralenti et Maignan est battu sur ce coup-là et ça passe pas loin. Il y a un centre qui passe devant le but qui échappe à Keane et à Marquinhos, qui est aussi une grosse situation. Là, c'est le Après, centre effectivement, De Kerrer aussi. après la semaine, quand il fait semelle-semelle sur. c'est ça, le centre de Di Maria, ouais. Il y a la tête de Kerr qui passe pas loin, effectivement. Il y a quelques situations, mais bah, à l'arrivée, le bilan, il correspond aussi au profil de joueur et à l'état de forme de ton équipe. C'est que tu as des joueurs qui sont pas en pleine forme, qui sont fatigués, tu as une équipe qui doute, donc tu as des occasions qu'il aurait fallu convertir. Bon, ça demande à progresser tout ça, mais on l'avait déjà dit, qu'on finisse bien l'année, qu'on arrive à la trêve en limitant la casse, et je suis sûr qu'on verra un PSG avec beaucoup plus de peps offensif à partir de janvier. Donc, moi, hier, ce match d'hier, j'arrive pas à avoir ce côté négatif. En tout cas, moi, ça m'a plu ce que j'ai vu hier globalement. J'ai été voir les déclarations de Thomas Tuchel et les journalistes lui demandaient son avis sur le match, comme je vous ai demandé depuis tout à l'heure. Ils m'ont posé la question, est-ce que vous êtes déçu de ce résultat au final? Et Thomas Tuchel a répondu, pour moi, ce n'est pas un match solide qu'on a fait, c'est un match très très fort de mon équipe. Je suis très content avec la structure, il nous manquait beaucoup de joueurs. On a contrôlé les contre-attaques lillois jusqu'à la 75e minute avec le tag de Kimpembe, on y reviendra tout à l'heure. On a perdu pour la première fois la structure quand Kimpembe est sorti. C'était ma faute puisque j'ai fait un changement avant. Ce n'était pas ma meilleure décision. Encore une fois, Thomas Tuchel qui est plutôt bon en conférence de presse d'après-match. On a maîtrisé, on a contrôlé les contres. On a toujours été très très concentré, on n'a jamais perdu de structure, d'intensité. Il manque un but. C'était difficile aujourd'hui d'être décisif dans les derniers mètres. C'est toujours compliqué de jouer ici. Yacine, Nico en parlait et Christophe Galtier aussi en parlait à la fin du match. C'est vrai qu'il y a aussi la fatigue accumulée, des matchs tous les 3 jours, usure physique et mentale. C'est dur de passer à autre chose, de se remettre dedans sans vraie pause, on va dire, pour les joueurs aussi. Est-ce que ça compte aussi, là, dans des semaines où tu as 3 matchs par semaine? Et pourtant, Christophe Galtier n'est pas entraîneur qui a l'habitude de se plaindre. Mais je pense que si lui le dit, je pense que c'est qu'il le ressent aussi dans son groupe. Oui, mais de toute façon, on l'avait dit, nous, déjà depuis septembre. On a dit qu'il y a la première partie de saison, elle allait être très compliquée sur le plan physique et mental. Tu sortais du Final 8, fallait être concentré. Il y a des matchs tous les 3 jours, tout le temps. Voilà, il n'y a pas eu de pause. Il y a eu juste les moments des sélections, mais déjà, quand tu n'as que des internationaux, ils sont tous en sélection. Et même en sélection, ils ont joué 3 matchs en 10 jours à chaque fois. Donc, effectivement, c'était obligé. Maintenant, en fait, ce qui me dérange, c'est que ça devienne l'excuse. Et par exemple, quand je vois l'attitude entre le match du PSG contre Lille, le match du PSG, je sais plus lequel avant, et le match du PSG contre Bordeaux, bah, en fait, pour moi, il n'y a pas de cohérence. Tu peux pas passer d'un match dégueulasse à un match au moins où dans l'état d'esprit, tu es cohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas être que une histoire de fatigue physique et mentale. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Et pour moi, cette autre chose, il vient de ce qu'on dit depuis le début, à savoir que quand il y a Neymar et Mbappé, eh ben, il y a un état d'esprit qui est différent parce que le jeu doit tourner autour d'eux, parce qu'ils vampirisent les ballons, parce que tout le monde en fait doit s'adapter à ce qu'eux ont décidé de faire, alors que quand ils ne sont pas là, effectivement, il y a quelque chose de plus cohérent. Voilà, tout simplement. Hier, c'est pas ce que j'avais mis ça sur Twitter. En fait, le problème, c'est que les derniers matchs du PSG, ils ont tellement été pas bons, on va dire. Je vais pas être Ouais, trop ne redis pas dégueulasse. Hein. ouais. Que, en fait, tu te dis, hier, ils ont fait un bon match par rapport au dernier match. Mais ils n'ont pas été exceptionnels non plus. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. C'était cohérent. Et en fait, finalement, il y a tellement peu de cohérence depuis des semaines que tu arrives à te dire, bah, quand c'est cohérent, c'est déjà bien, quoi. On a respecté le jeu, on a essayé de trouver des intervalles. Les joueurs, ils ont bougé au milieu, ils ont récupéré des ballons. Il y a eu un contre-pressing efficace. On est déjà heureux, quoi, presque. Tu vois, on devient moins exigeant, en fait. Je pense que c'est plus sur le fait que le Paris Saint-Germain a été cohérent pendant 90 minutes. Yacine, Bah oui. ce n'est pas arrivé depuis longtemps, je pense. C'est ce qui a marqué les gens contre une équipe, je le rappelle quand même, de Lille, qui est première de championnat et qui est la plus difficile, on va dire, à jouer depuis le début de saison. La seule qualifiée en Coupe d'Europe encore.
Et Ah, ouais, écoute, c'était duel d'Européens hier. Et justement, tu parlais de cohérence. Parlons d'un joueur cohérent hier, Mousse. Le match de Marquinhos, qui a fait un excellent match, le capitaine parisien. J'ai une petite déclaration de Thomas Tuchel d'ailleurs à son sujet qui a dit Marquinhos, il a joué à un niveau extraordinaire hier. Vous pouvez faire une vidéo de lui, c'est niveau ballon d'or. Il change tout. Bon, jamais dans l'exagération, on dirait Nasser Al-Khelaifi. Il change tout. S'il n'est pas dans le 11 FIFA, je ne comprends pas. Est-ce que tu partages l'avis de Thomas Tuchel et aussi pour revenir sur son match qui a été voilà, très très bon? Ouais, toujours dans la mesure, l'ami l'ami Tourelle. Hein. Écoute, oui. Ce qui était intéressant aussi, c'était d'observer Kimpembe hier. C'est-à-dire que quand Marquinhos a été blessé et qu'il n'a pas joué, on a vu un Kimpembe qui n'était pas très très bon. Et comme par hasard, Marquinhos revient, même si le début de match, il a un peu emprunté de Kimpembe, mais alors ensuite, c'est incroyable. C'est-à-dire que Marquinhos pouvait monter tranquillement, Kimpembe était là. Alors c'est vrai qu'à un moment, on avait l'impression qu'il faisait les allers-retours pour couvrir aussi ou pour compenser les fautes de Kerrer. Mais oui, Marquinhos, hier, il a été grandiose. Moi, ça m'a surpris de son niveau de forme parce qu'il n'avait pas beaucoup joué non plus. Il avait manqué 2 ou 3 matchs, il me semble, avant. Donc, non, moi, je suis très, très, très heureux de retrouver un Marquinhos comme ça. On verra mercredi contre Strasbourg, mais j'ai aucun doute. Mais oui, oui, sans aller jusqu'à le nommer dans les 3 du Ballon d'Or, comme Thomas Tuchel. Mais hier, ce qu'il a fait, et même parfois, il a fait 2, 3 retours, c'était impressionnant. J'ai l'impression qu'il était dopé. J'ai jamais vu courir aussi vite. Quand je dis ça, c'est de l'humour, les gars. Hein, calmez-vous. lance pas de rumeurs comme ça. Non, mais il y a eu un retour, je sais pas si vous avez vu, mais Si. c'est impressionnant quand même. La vitesse à laquelle il revient sur je sais plus quel joueur, c'était impressionnant. Donc, non, non, moi, je suis évidemment satisfait du match de Marquinhos, mais vraiment, je voulais souligner le match de Marquinhos et Kimpembe, parce que quand tous les deux sont là, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Et d'ailleurs, quand Kimpembe sort après la blessure, il y a une sorte de contre-lillois, et comme c'est Kurzawa qui prend la place de Kimpembe, et tu avais l'impression que Kurzawa était perdu. Il ne savait plus s'il était encore sur le côté gauche, s'il était axial. Donc, ouais, ça m'avait fait marrer et ça m'avait aussi un peu inquiété. Mais non, non, super match de Kimpembe, de Marquinhos, pardon, et de la charnière Kimpembe-Marquinhos, bien évidemment. Ouais, c'est vrai que moi j'ai souvenir de Marquinhos, Nico, qui 2 fois intervient. Alors parce que Kerrer perd un gros ballon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il veut essayer de faire une passe, mais il perd le ballon et au final il arrive à contrer au dernier moment à la récupérer. Et aussi en deuxième, en fin de match, où Baker fait une passe un peu molle et Marquinhos doit... Non, Nico, ne me contredis pas, c'est vrai. Tu l'as vu le match hier. Baker fait une passe un Ah, peu molle. sans rentrer de Baker, là, oui, oui, c'était dangereux. Et Marquinhos doit encore compenser une nouvelle fois une petite erreur parisienne. Nico, je vais te demander ton avis sur le match de Marquinhos, mais aussi sur le match de Kimpembe. Moussa a englobé les deux, il a raison de le dire. Et je veux parler aussi évidemment de ce tacle de Kimpembe qui est absolument phénoménal, hein, qui traduit son match à la 80e où il y a un contre lillois mené par Burak Yilmaz. Et on le voit, hein, au moment de se retourner pour essayer d'intercepter, il a une douleur je l'ai noté, hein, la blessure de Kimpembe, normalement. Alors, les premiers rapports parlent d'une lésion aux ischio, hein, de la cuisse droite. Donc, on le voit qui se retourne, qui se tient un peu la jambe droite. On dit, ah merde, il s'est claqué, il est blessé. Et puis, il arrive à placer ce tacle magnifique, très propre. Hein. C'est pas un tacle d'assassin ou pour vraiment se sacrifier pour son équipe et faire une faute à la Valverde. Vous vous souvenez, en finale de Coupe du Roi, là, pour le Real Madrid contre l'Atlético. Mais c'est un tacle propre, net, et qui annule une contre-attaque et qui aurait peut-être permis à Lille de remporter le match, Nico. Ouais, c'est le geste du match. C'est le geste du match. Ça vaut un but, tout le monde dit, et c'est vrai que c'est. Ça vaut un but, ça vaut. Bah, le tacle en lui-même déjà est fou. En plus, le fait qu'il soit blessé, puis c'est pas je me blesse et je me couche pour tacler. Non, c'est Voilà. il y a 5 mètres à faire pour aller le chercher. J'imagine la douleur à ce niveau-là dans la jambe. Donc non, c'est fort, c'est très fort. Après, sur le match le plus global et de la charnière, Kimpembe, il est un petit peu dans la lignée de ce qu'il fait depuis le Final 8. Il a pris une nouvelle dimension, c'est évident. Il a eu un petit coup de moins bien là, il y a quelques matchs et puis ça repart très vite. Donc ça, c'est un début, enfin une première partie de saison qui est vraiment de très très haut niveau. Le seul petit bémol que j'ai avec lui sur la défense à 3 comme ça, c'est que je trouve il est bizarrement, il est plus en difficulté dans la relance. Je le trouve moins saignant, moins tranchant. Alors, parce qu'il y a peut-être plus de monde autour de lui, parce que il a peut-être plus de mal à se projeter, je sais pas, mais tu sens qu'il y a des réglages à se faire de ce point de vue-là, je trouve. Et puis après, la présence de Marquinhos à côté de lui, c'est vrai que c'est rassurant pour tout le monde. Marquinhos, c'est le seul leader de toute façon de ce groupe actuellement.
à mes yeux. Et puis ça fait un petit peu, je trouve, avec Varane, Sergio Ramos au Real, quoi. C'est vrai que quand lui il est là, comme quand Sergio Ramos est là, ça bonifie les gens autour de lui. Ça rassure Kipembe. Et puis ces deux-là, on l'avait dit au début de saison, hein, ça devait être la charnière sur une défense à 4. Bon, bah là, ils sont en plus aidés par le grand Thierry Kerrer qui fait un bien fou. Et c'est vrai que Marquinhos hier, il doit gérer. En fait, il gère deux postes hier, Marquinhos, hein. Il gère l'axe droit et l'axe central, hein, en tir. Et hier, il le fait de manière monstrueuse. Donc, ouais, super match, super gros match. Je pense que c'est d'ailleurs lui l'homme du match hier, hein, c'est marqué. Mm. Avant que je demande l'avis de Yacine, Mousse, un petit mot. Ouais, je voulais aussi ajouter sur Marquinhos le rôle de capitaine qu'il a eu hier. Et toujours pareil, en l'absence de Neymar et Mbappé, bah, je trouve que c'était un bon capitaine. Il a beaucoup communiqué sur le terrain. C'est lui qui donnait un peu le tempo. Et j'ai trouvé son attitude très bien. Et c'est vrai que quand il y a Neymar et Mbappé, ou l'un ou l'autre, ou les deux, eh ben, tu sens un peu moins le rôle de capitaine. C'est pas le genre de capitaine qui va aller dire à Neymar ou Mbappé, arrêtez vos conneries les gars, maintenant il faut courir avec nous. Et Mm. là, moi, je trouvais qu'il était totalement dans son rôle de capitaine et il est de mieux en mieux dans ce rôle-là. Peut-être parce que c'est plus simple de gueuler sur Keane que sur Neymar aussi. Mais il n'a pas forcément gueulé en fait hier. Il a juste communiqué. Mais je ne suis pas Ouais. sûr qu'il le fasse quand. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis sûr Yacine. qu'il le fasse quand il y a les deux autres, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, tu as raison de le souligner, Mousse, c'est important. Yacine, sur le match de Kimpembe et Marquinhos, je veux que tu me parles de ce tac de Kimpembe quand même. Il y a 4 contre 1. Il y a Ilmaz qui a le ballon, qui n'est pas le moins adroit pour manier le ballon. Il peut la décaler même sur Timothée, sur Ikoné qui est tout seul. S'il la met à Ikoné, c'est fini, hein. Je pense qu'il n'a pas les jambes, à mon avis, pour tacler jusque là-bas. Mais ce tac magnifique, propre, et qui peut-être être voilà, le geste du match, comme le disait Nico, qui sauve, qui pour moi vaut autant qu'un retourné acrobatique, autant qu'il vaut autant qu'un but, quoi. Mais c'est clair. Et juste avant, Tourelle, il veut savoir pourquoi Marquinhos, il n'est pas dans le 11 FIFA. Alors moi, je vais lui donner la réponse. T'as qu'à pas le mettre au milieu pendant un an, qu'est-ce que je te dise. Mets-le derrière, il aurait été dans le 11 FIFA. Voilà, te prends pas la tête à chercher des explications de ouf. Bref, donc Kimpembe, évidemment, parce que en fait, comme l'a dit Nico, pour moi, la vraie image, en fait, en dehors du tacle, c'est vraiment la séquence, je me tiens la cuisse, mais je vais quand même sprinter. Parce que pour ceux qui ont joué au foot, et là, il n'y a pas de niveau pro amateur et tout, Oh. qui sont déjà claqués, quand tu te claques, c'est une douleur atroce, tu t'arrêtes net, c'est un coup de couteau dans la cuisse. Des fois, tu peux même plus marcher derrière quand c'est vraiment le gros claquage. Là, le voir sprinter les 5, 7 mètres et aller tacler avec sa jambe droite, hein, parce qu'il se refait mal sur le tac, parce qu'en fait, il y a un choc avec. Donc, il doit contracter la cuisse. Franchement. Ensuite, Tu sais, et en plus du tac, Yacine, il a retape ouais. pour éloigner la balle. Et les l'éloigne pas, il relance sur Verratti en Ouais, plus. ouais, bonne relance en plus. Et en fait, je pense que bon, il y a tout qui est exceptionnel, hein, la dramaturgie de l'action, Ouais. ce qui se passe, etc. Mais en fait, c'est de te dire euh, ce qu'on dit souvent, c'est que quand même, un match, c'est dans la tête. C'est-à-dire que là, il le fait parce qu'il ne veut pas prendre ce but. Et il est prêt à aller se terminer la cuisse. C'est-à-dire que là, peut-être, sur la première accélération, c'était 15 jours d'arrêt. Avec le tac, c'est 1 mois et demi. Ouais. Est-ce qu'il peut faire ce geste-là à la 10e minute? Là, il le fait à la 80e. Il est très chaud. Il sent peut-être un peu moins la douleur. Mais est-ce que s'il se claque à ce moment-là, à la 10e minute du match, est-ce qu'il est capable de faire les 8 mètres en sprint et de tacler? Je ne suis pas sûr. Non, mais même pas par rapport au claquage. Enfin, pas par rapport à la douleur du claquage, mais juste par rapport au temps du match. En fait, à la 10e minute, tu te dis, bon, je me claque, je m'arrête. De toute façon, il reste 80 minutes. Là, en fait, il sait que c'est. Bah, déjà, Lille n'a pas d'occasion en deuxième mi-temps. Donc, il sait que finalement, c'est le tournant du match. Faut qu'il aille se sacrifier. Et en plus, parce qu'il faut regarder le départ de l'action, son positionnement, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Mais en fait, il a 4 contre 1. Donc, il fait un premier choix où il s'écarte. Ouais, t'as vu? Coup, ouais, t'as raison. Il revient à droite. C'est pour ça qu'il ouvre l'axe du but. Et finalement, dans son demi-tour, c'est là qu'il se claque. Et après, il revient à l'intérieur. Mais il a 4 contre 1. C'est-à-dire que non seulement lui, il joue très bien le coup, faut toujours le dire, il est aidé par Bourak qui veut y aller tout seul, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, Bourak, il doit lâcher et même redemander à la limite. En fait, ils peuvent le travailler à 3 tranquillement, que ce soit Navas ou Kimpembe. Bref, en tout cas, le geste, il est exceptionnel. Ouais. Non, mais je pense que pour aller dans ton propos, je pense que Burak Yilmaz ne le voit pas en fait. Oui. Il ne voit pas à revenir en fait. Je pense qu'il se dit on est à 3 contre. On n'est plus que face à Navas. En fait, c'est tellement ouvert devant lui. Bah oui.
Il n'y a rien. Kimpembe, il arrive pratiquement à 90 degrés. Quoi. Il arrive dans le droit, bam, il le prend comme ça. Donc, c'est assez impressionnant. Surtout il l'a fait décoller, c'est un animal, hein, quand même. Ah ouais. Non, mais surtout que, en plus, quand tu dis dans sa gestuelle, Kimpembe, dans un premier temps, il hésite déjà à aller attaquer le ballon, mais il se dit, je pense que je vais louper le ballon, je vais louper mon tacle, donc je préfère temporiser. Et c'est là, malheureusement, qu'il se claque après. Après, juste pour terminer sur un truc, c'est que Nico parlait de la relance de Kimpembe. Pourquoi il y a un problème dans cette défense à 3? Parce qu'en fait, elle est très, très mal utilisée. C'est-à-dire que quand tu défends à 3 comme ça, normalement, au moment où tu ressors les ballons, ton joueur axe gauche, il doit pratiquement être, pas comme un latéral non plus, mais il doit être vraiment écarté. C'est-à-dire que tu vas être, tu vois, si tu prends les lignes de la surface, ton axial gauche, il est ligne de la surface, ligne de touche. Tu as un joueur au centre et tu as l'autre de l'autre côté pour pouvoir écarter en fait le pressing adverse. Mais moi, je regardais souvent, et c'est pour ça que Marquinhos en fait aussi est venu. Alors, je ne sais pas si c'est une consigne ou si c'est un choix personnel à un moment donné, parce qu'on n'a pas eu l'impression que Tourelle se soit levé pour lui dire va jouer au milieu. Enfin voilà. Marquinhos l'a dit après en interview, il a dit que Tourelle le laissait libre de monter jouer au milieu de terrain. Donc, voilà, donc il l'a fait tout seul. Voilà, il pouvait le faire en tout cas. Et en fait, c'est ce qui a permis au PSG d'être meilleur parce que les trois, ils étaient trop compacts pour relancer. Et en fait, comme tu dis, Nico, le fait que Kimpembe ne puisse pas bien relancer, c'est simplement que quand tu as 3 joueurs en face de toi et que les 2 attaquants lillois, sur la largeur, ils sont capables de gêner les 3 puisque les 3 sont trop collés, bah oui, tu ne peux pas relancer. Il aurait fallu que les 2 autres s'écartent de Marquinhos pour donner de la largeur et obliger les attaquants lillois en fait, à se mettre entre deux et pas savoir vraiment qui prendre. Et cette première relance, elle a un problème. Et d'ailleurs, sur l'action où Kerrer perd le ballon dans la surface en première mi-temps, mais c'est juste incompréhensible. Déjà, Navas, il ne doit pas le faire. Pour une fois, on va quand même dire un petit truc négatif. Fais gaffe, tu touches à San Kaylor, là, attention. Non, mais il doit pas lui faire la passe. Mais en quelle année l'autre, il doit contrôler, regarder ce qui se passe. Oui. Cette relance-là, elle doit être faite pour jouer vite. Ouais. Tu vois, garder le ballon, mais jouer vite. Parlons du milieu de terrain. Maintenant, on a évoqué la défense. Nico, ce milieu de terrain qui était inédit, je pense. Verratti, Rafinha, Gueye. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu une seule fois cette saison. Non. Avec Paredes qui était sur le banc. On a demandé l'avis à Thomas Tuchel en conférence de presse d'après-match. Avez-vous trouvé votre milieu de terrain le plus complémentaire? Et Thomas Tuchel répond, Gana et Marco, c'était un bon mix aujourd'hui. Ils sont très complémentaires. Ils ont joué avec un grand volume de jeu. Ils ont maîtrisé un grand espace sur le terrain avec des sprints. Toi aussi, tu as trouvé que... Alors évidemment, Verratti a fait un énorme match, en tout cas de mon avis, hier, dans les interceptions, dans les relances. Rafinha aussi a fait un très bon match, Gana Gueye. Ils ont été plutôt à l'aise et c'est ce qui a aidé aussi le PSG à être, on va dire, cohérent pendant 90 minutes, c'est de tenir le ballon et de ne pas trop concéder sur les attaques lilloises. Est-ce que c'est aussi ton ressenti, Nico, sur ce milieu de terrain qui a été plutôt complémentaire et à l'aise hier? C'est le ressenti de tout le monde, je pense, quand on a vu le match, quand on a vu les stats aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le PSG avec 70% de possession, même si ça ne veut pas tout dire évidemment dans le foot. Après, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des manières de ballon. C'est sûr que voir Verratti et Rafinha combinés, ça change le match. On l'avait vu ces deux-là quand ils étaient rentrés, c'était contre Leipzig, je crois, pour garder le ballon les 10 dernières minutes. Enfin, ça avait été, je crois, 5 minutes là, où ils avaient passé 5 minutes au poteau de corner, les deux là. C'était, voilà, ces deux-là, ils sont faits pour jouer ensemble. Et après, à Tourelle de trouver le troisième pour aider, pour trouver un bon mix entre joueurs capables de jouer avec eux et puis joueurs qui a du volume. Gueye, sur le papier, c'est le bon élément, mais il y a combien de temps qu'on n'avait pas vu Gueye à ce niveau-là? Donc c'est aussi un problème, c'est qu'il va falloir qu'il reste sur cette ligne-là et qu'il enchaîne. Sinon, derrière, moi, je reste persuadé que une Danilo Sentinelle avec les deux là de devant, c'est un très bon mix aussi. Moi, j'ai hâte de le voir, celui-là, ce milieu-là. Vous avez aussi Paredes derrière, même si Paredes, il est dans le dur en ce moment. Donc, disons que le match d'hier a eu l'avantage, à mes yeux, de clarifier la situation pour un milieu à 3. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus qu'un joueur à trouver, parce qu'il y en a deux qui, à mon avis, sont aujourd'hui complètement indispensables si tu veux avoir un peu de ballon. D'autant plus quand tu joues avec seulement 2 attaquants devant, c'est que si derrière tu as des milieux qui ne sont pas capables de leur donner des ballons, tu tournes, enfin c'est la cata, hein. Tu mets Herrera, Danilo et puis un mauvais Gueye,
les deux de devant, ils toucheront pas un seul ballon du match. Donc, c'est sûr qu'avec Verratti, Rafinha, au moins, tu as cette possibilité. Après, il manque toujours ce profil du milieu de terrain parisien, de mec capable d'aller sur 20-30 mètres de course, aller se projeter, se retrouver dans la surface à la réception des centres. Ça, malheureusement, c'est pas cette année qu'on va régler le problème, parce qu'on n'a pas de joueur de ce profil. Mousse, toi, dans le milieu de terrain hier, il t'a plu? C'est la formule que tu préfères avec Gana Gueye, Verratti, Rafinha, ou tu préfères quand même que ce soit un Paredes devant la défense? Pour le côté relayeur, Nico a raison, hein. Franchement, je pense que là, Thomas Tuchel, il a quand même trouvé une belle solution, surtout pour alimenter les attaquants. Et même, on a vu hier aussi Rafinha jouer un peu plus haut, quasiment sur la même ligne que les attaquants. Donc ça, c'est très, très intéressant. Verratti, hier, il fait juste un match exceptionnel. Il nous a régalé non seulement par ses petits gestes, par ses petites talonnades, ses petites roulettes, etc., mais aussi par la sérénité qu'il dégage quand il a le ballon. Parfois, tu avais 3 Lillois sur lui, les mecs, il réussit quand même à les écœurer, tu vois. Donc ça, c'est... Après, devant la défense, je suis assez d'accord avec Nico que tu mettes Danilo, c'est quand même le vrai profil. Il a de la taille quand même, donc c'est intéressant de le voir devant la défense. Même si le match de Gueye hier, moi j'ai trouvé bon. Et, on parlait tout à l'heure avec l'absence de Neymar et d'Mbappé. Moi je trouvais que Gueye hier, il a pris plus d'initiative, il a porté parfois un peu le ballon. Et c'est des choses que je ne l'ai jamais vu faire, en tout cas rarement vu faire avec le Paris Saint-Germain. Peut-être le match contre le Real, le premier match où il avait fait un super match, mais hier, moi je trouve qu'il avait fait plutôt un bon match devant la défense. Et ça, il n'hésitait pas à se projeter non plus. Donc oui, moi je trouve que Tuchel, il a en tout cas une bonne solution avec Verratti et Rafinha. Maintenant, concernant Paredes, moi j'aimais beaucoup aussi quand il était aligné devant la défense. Je trouve que plus il est bas et meilleur il est. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on le revoie, Paredes. C'est possible, il peut avoir un transfert. Il faut savoir que Leonardo Paredes, dès qu'il arrive en 2019, il essaye de le faire partir. En fait, comme il veut faire Milinkovic déjà à son arrivée, il tentait avec la Lazio un échange plus de l'argent pour récupérer Milinkovic-Savic. Et comme le PSG a besoin de récupérer de l'argent, ils vont essayer de faire des départs en janvier. Je peux déjà vous dire que, par exemple, Pablo Sarabia peut aussi partir en janvier. Paredes peut partir en janvier. Il y a des joueurs comme ça qui peuvent partir. Donc, on verra en janvier. Mais quoi qu'il arrive, même si Paredes venait à partir, bon, déjà, c'est bien, ça lui fait un problème en moins pour Thomas Tuchel, parce que on va pas se le cacher, hein, Thomas Tuchel, c'est pas un grand fan de Paredes. Il l'utilisait quand il n'avait pas le choix, quand il y avait des blessures, etc. Mais c'est pas le premier joueur auquel il pense quand il fait son 11. Donc, moi, je suis content pour Rafinha. C'est un joueur qui a coûté quasiment 0 €. Il y a des bonus, etc. Mais bon, c'est pas grand-chose. Et finalement, on pensait tous que ça allait être un joueur qui allait dépanner pour les matchs post-Ligue des Champions ou avant Ligue des Champions. Mais on se rend compte qu'en fait, non seulement quand il joue avec Neymar, il est bon, mais même quand Neymar n'est pas là, il peut faire office j'allais dire meneur de jeu, non, mais celui qui organise un peu le jeu. Donc, vraiment très, très belle pioche ce Rafinha. Yacine, c'est aussi ton avis sur le milieu de terrain. Alors, je te laisserai nous parler du match de Verratti, parce que je pense qu'il t'a plu, évidemment. Est-ce que tu trouves que Tourelle a trouvé la bonne formule dans ce milieu à 3 hier, ou tu verrais autre chose, toi, dans ce schéma-là, en tout cas, même si ce n'est pas le schéma que tu préfères, mais d'avoir un Gana Gueye, peut-être, alors après, si Mbappé et Neymar, enfin, quand Mbappé et Neymar reviendront sur le terrain, ce sera peut-être pas le même Gana Gueye, etc. Mais est-ce que tu as trouvé que c'était la bonne formule, en tout cas, utilisée hier, ce milieu à 3? En fait, oui, parce que le problème de Paredes, parce que Paredes, c'est un joueur qui joue assez bas pour venir construire. Le problème, c'est que si tu as déjà 3 défenseurs centraux, que Paredes vient très bas, en fait, tu as pratiquement 4 joueurs sur un tout petit espace, et donc tu perds énormément dans ta construction de jeu. Alors qu'avec un Gueye, Verratti, Rafinha, souvent les entraîneurs utilisent la défense à 3 quand il manque de puissance au milieu. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Arsenal, on l'a vu avec Chelsea. En fait, à un moment donné, tu te dis, bon, en fait, je vais construire du costaud derrière dans l'axe, parce que mes milieux n'ont pas la puissance physique pour répondre, mais en tout cas, dans le jeu, on va être meilleur. Donc, je vais compenser en fait derrière. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as Gueye, Rafinha, Verratti, donc du petit gabarit, qui court beaucoup, et donc tu as 3 actions. Pour moi, le seul problème sur Gueye, oui, il a fait un bon match hier, il a pris plus d'initiative et tout, mais je pense qu'en fait, à un moment donné, il a trop de déchets dans son jeu, et pour moi, il devrait, alors,
c'est réducteur un peu ce que je vais dire, mais parfois, c'est aussi le football, c'est comme ça. Rester dans un rôle un peu, entre guillemets, à la Makelele. C'est-à-dire rester en 6, compensé par des courses et jouer simple. Voilà. Oui, il a peut-être cette force de percussion parce qu'il est capable de casser des lignes avec le ballon. Mais en fait, après, ses choix, ils sont jamais bons. Il y a eu un moment donné, je me rappelle en première mi-temps, où il casse une ligne, il avance et il veut chercher, je crois, c'est Kurzawa. Son ballon, il est même pas bien donné dans l'intervalle. Il y a Après, une autre il fait une bonne passe aussi en première mi-temps. non, c'est en deuxième mi-temps où il fait cette passe qui casse une ligne En pour dire deuxième mi-temps, ouais. il en skin après. Donc, Ouais. on le dit quand Gaël fait des matchs mauvais. Ouais. Hier, bah oui, Heureusement que le professionnel est quand même capable de faire une passe dans le match, quoi. bien sûr, mais c'était pour aller apporter un peu, être Oui, là. oui, bien sûr. Mais moi, voilà, je pense qu'il peut avoir ce rôle-là un peu à la Makelele, derrière, enfin, devant la défense, derrière un duo qui joue au ballon, et de compenser un peu tout ça. Et oui, exceptionnellement, il peut y aller une fois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ton milieu à 3, il peut avoir deux configurations. Soit un joueur fixe et deux relayeurs, soit 3 qui bougent tout le temps. Voilà. C'est un peu ça. Aujourd'hui, voilà. Mais le problème, c'est que 3 qui bougent tout le temps, il faut avoir un Busquets ou un Mota. Un mec qui est capable, à un moment donné, de venir s'intercaler techniquement devant les deux autres. Là, tu l'as pas. Donc, je pense que oui, à un moment donné, il faut se résigner et se dire, bah ok, il y aura un joueur fixe et deux relayeurs. Les deux, en plus, enfin, techniquement et tout, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être à 3. Ils ont montré qu'ils avaient la qualité. Et la dernière chose pour finir, c'est que oui, Rafinha, nous, on l'avait dit dès le début, le doute, il était encore une fois sur l'enchaînement des matchs. Rafinha, c'est un joueur qui a été beaucoup blessé. C'est pour ça qu'il a été beaucoup prêté par le Barça. Et moi, je l'avais dit ici, si le Barça ne l'a pas gardé, c'est qu'il y avait un doute en fait sur qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur une saison. Parce que c'est pas un joueur fiable. Le mec, il est blessé trop souvent. Pour l'instant, ça va, ça tient. Donc tant mieux, parce que techniquement, c'est un joueur qui a été quand même formé au Barça. On sent que ça joue au football, ça sent le football, voilà, il n'y a pas de problème. Quant à Verratti, bah, voilà, il est juste indispensable. Quand il est là, c'est pas le même PSG. Et, et pour ceux qui aiment un peu le côté un peu tactique, j'aurais juste rajouté un truc sur Verratti. Il faut regarder le nombre de fois où en fait, Verratti, pourquoi il est important? Parce qu'il va toujours fixer avant de donner le ballon. Et en fait, ça crée toujours un décalage, un mouvement chez l'adversaire. Il ne donne pas de ballon gratuit, Verratti. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui le regardent en disant « Ah, il fait trop de touches de balle ». Mais en fait, c'est pas ça. C'est que son jeu, c'est d'aller créer. Il veut pas donner de ballon pour donner le ballon. C'est facile de donner le ballon au joueur qui est libre à côté de toi à 3 mètres, tu lui donnes, j'ai 100% de passes réussies. Mais par contre, lui, il va toujours aller fixer pour qu'il y ait un mouvement chez l'adversaire qui crée des choses. Et c'est pour ça qu'il est important, en dehors du fait qu'il garde très bien le ballon, parce que sur ses appuis, il n'y a pas de problème, mais c'est ce qu'il va créer avec les autres. Et c'est pour ça qu'il parle le même football avec Rafinha, comme il parlait le même football avec Mota. Parce qu'en fait, sur 2 passes ou sur 2 touches, ils sont capables d'éliminer un ou deux joueurs qui viennent presser. Et c'est de ça dont Paris a besoin. Et il va maintenant falloir trouver en fait la connexion avec une attaque qui est plus pesante, on va dire. Maintenant, je m'adresse au docteur Puravo, parce que je sais qu'il aime bien faire la liste des blessés à chaque fois après les matchs. Il nous dresse une petite liste, etc., du nombre de joueurs qui manquent à chaque match. Hier, encore une fois, l'infirmerie s'est remplie, Nico. 3 sorties sur blessure, coup sur coup. Un vrai savoir-faire parisien, entre Kim Pembe, donc, qui s'est sacrifié pour l'équipe sur son tacle. Kurzawa, qui est sorti directement du terrain, il n'a même pas cherché. Bon, après, il était claqué, donc il s'est claqué, donc il ne pouvait pas continuer. Florenzi. Sa sortie, elle est magique quand même. Voilà. Sur le long du terrain, comme ça, là. Ouais. On aurait dit un mec de district qui quitte son équipe, genre, bon, les gars, j'y vais, moi. Ouais, non, mais... Parce que t'as le plan du Real, en fait. Enfin, à un moment, c'est Smile Wabdella qui monte au match, qui dit Kurzawa a quitté le terrain, mais on ne savait pas. J'avais même pas vu qu'il avait quitté le terrain. Ouais, il a le but de Mike Maignan, il rentre comme ça, tranquille. C'est voilà, comme quoi le district et le pro, ils sont pas très éloignés. Quoi. Donc je disais Kurzawa et Florenzi aussi, qui s'est fait une entorse de la cheville. Il y a une déclaration que Tourelle a fait hier justement sur ce. Il était frustré, l'entraîneur parisien, évidemment, de ses blessures, où il a rappelé encore une fois, il a dit on va tuer les joueurs. On ne laisse toujours jouer à 21h, parce que je pense qu'il parlait aussi du match de mercredi, ils vont jouer encore à 21h. On manque de rythme pour manger, pour dormir, pour récupérer. Continuez comme ça. Il nous manque Neymar, Mbappé, Icardi, Bernat. Vous voulez voir ces joueurs quand le leader joue le deuxième, non? Je ne suis pas surpris. 3 joueurs sont blessés. Bien fait. Bien fait, pas pour eux, évidemment, mais bien fait pour la Ligue et son calendrier pour le Paris Saint-Germain. Enfin, Florenzi, il a été blessé par... Kerrer. Ah oui, c'est vrai, quand il tacle, là, il fait ce tacle. Oui, c'est vrai. Mais...
t'as raison. Et d'ailleurs, Galtier s'énerve sur l'action, carton, là. C'est un télescopage. Mais surtout, et le en Lillois, fait, il est pas. Personne touche le Lillois. Ah si, il y a un contact Ouais, vite entre fait. Kerrer, tout Ouais. ça, après. Bon, Nico, le bilan, c'est qu'il y a 3 joueurs encore blessés. Ça commence ça fait beaucoup quand même. La trêve, là, bon, il y a encore un match mercredi à 21h contre Strasbourg, mais ça commence à faire beaucoup, là. Il faut que les organismes se reposent. Hein. Ouais, bah après, Kimpembe, de toute façon, il était suspendu contre Strasbourg, donc c'est pas grave, c'est embêtant, mais voilà. On parle de 3 semaines d'absence pour Kimpembe. Ouais, et puis bah après, effectivement, Galtier réclamait le carton jaune sur le tacle, sur la blessure de Florenzi, mais c'est Tourelle qui aurait dû réclamer le carton jaune pour Kerrer, hein. C'était pas Galtier. Et puis après, Kurzawa, ouais, sa sortie, elle est marrante, c'est vrai, parce que moi j'ai toujours appris que quand tu te blesses, tu te couches par terre pour arrêter le jeu, mais non, lui, il est rentré il voulait rentrer à l'heure pour regarder une émission à la télé, je sais pas, et il s'est barré, effectivement. Alors il avait peut-être un peu faim, il est parti aller manger son sandwich dans les vestiaires. Donc ouais, c'est embêtant, évidemment que c'est embêtant, mais ouais, j'ai fait la stat, il y a plus de 6 blessés par match depuis le début de la saison, donc c'est colossal. Un mec comme Neymar a manqué 10 matchs. Ensuite, tu as justement Kerrer qui a aussi raté 10 matchs. Tu as Bernat qui, effectivement, longue durée. Tu rajoutes Draxler qui a raté beaucoup de matchs. Icardi maintenant également. Tout ça, c'est des joueurs qui ont plus de 10 matchs sur 22 où ils ont été blessés. Donc c'est compliqué. Hein. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, Icardi, on l'a pas vu jouer, on l'a pas vu jouer de la moitié de saison. Hein. Exact. Il est rentré une fois et puis il est reparti. Ouais, je crois qu'il a été indisponible. Je me rappelle plus de la stat. Je crois que c'est 14 ou 15 fois sur 22. Enfin voilà, c'est un vrai problème. La question, c'est fallait-il laisser partir Ressé avec tous ces blessés? Il nous manque pas que la question. On passe à autre chose. Non, mais sur ça, les blessures, de toute façon, c'est ce qu'on disait en début d'émission. On peut pas objectivement analyser Tourelle et ce PSG-là si on prend pas aussi ça en compte. Voilà. Tourelle, vous le savez, moi j'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais un de ses fervents adversaires, entre guillemets. Mais son corps défendant, il est là. C'est qu'à aucun moment cette saison, il a pu aligner 2 fois de suite la même équipe. Surtout, en plus, c'est pas des petits absents. Hein. Un mec comme Bernat, je sais pas si on se rend compte à quel point il était précieux. Bon, bah, vous perdez votre latéral gauche d'entrée de saison, c'est ennuyeux. Votre maître à jouer, il est là un match sur 2. Les autres sont fatigués. Enfin, c'est une vraie problématique. Est-ce que la coupure de la trêve, là, est-ce que ça va permettre justement de repartir sur une base de préparation un peu plus saine et de limiter ça? J'ai encore lu hier que c'était essentiellement aussi les problèmes des terrains d'entraînement qui sont trop durs. Donc tout ça, enfin, il y a un problème de toute façon au PSG. Hein, c'est l'équipe la plus décimée d'Europe régulièrement. Il va falloir trouver un moyen quand même de pouvoir, à partir de février, on va dire, réussir à enchaîner quelques matchs avec un groupe un peu moins décimé, parce que les échéances, elles arriveront à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est difficile en tout cas de complètement dédouaner Tourelle par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à la qualité de jeu. Mais quand il y a autant d'absents à chaque match, c'est forcément une donnée qui est en plus à gérer et c'est très très compliqué, je pense. T'as raison, c'est à prendre en compte. Yacine, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que Kurzawa, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué. Il a été suspendu, il a même dit lui-même, pendant son mois de suspension qu'il avait, refait une préparation, etc., il se claque. Sarabia, il n'a pas beaucoup joué non plus. Quand il a joué, il n'a pas été bon, mais il n'a pas beaucoup joué non plus. Icardi, il n'a pas beaucoup joué non plus. Donc, déjà, il y a des joueurs qui se blessent. Alors que ceux qui enchaînent, etc., pas de problème, mais il y a quand même des joueurs qui se blessent et qui ne jouent pas beaucoup. Donc, ce n'est pas une question ni de fatigue, ni rien. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur la qualité des entraînements, et notamment, on l'avait entendu même l'année dernière, sur ce fameux préparateur physique allemand, dont les joueurs ne sont pas contents. Alors, moi, je veux bien qu'on dise, ouais, les joueurs, de toute façon, ils ne sont jamais contents. Bon, malgré tout, il y a quand même, c'est quelque chose qui revient régulièrement, cette histoire du préparateur. Il y avait cette histoire de s'entraîner le matin des matchs. Voilà, c'est que, bon, c'est un peu bizarre. Et puis, il y a aussi ce que fait Tourelle. La semaine dernière, on en parlait. Mbappé, il joue Lyon. Il ne peut pas jouer Lyon parce qu'il est fatigué musculairement. Il rentre 20 minutes. Il y a Lorient en milieu de semaine. Il joue Lorient. Le match est plié. Et pour ceux qui voient mes tweets, je le tweet à la 60e. Je dis, bon, ça y est, le match est plié. Mbappé, il ne pouvait pas jouer il y a 3 jours.
ne le fait pas jouer 90 minutes aujourd'hui. Il y a un match à Lille. Il joue 90 minutes. Pourquoi il joue? D'ailleurs, Tourelle a répondu à cette question sur Mbappé, Yacine. Voilà. Un élément de réponse. Vas-y, je te laisse terminer, je donnerai la. Donc, il joue 90 minutes. Tu te retrouves à Lille et on te dit, finalement, il a ressenti une nouvelle, de nouveau des douleurs musculaires. Il ne pourra pas jouer le match à Lille. En tout cas, entièrement, il pourra rentrer. Donc, on voit son entrée. C'est vrai qu'effectivement, on se demandait si même il fallait le faire rentrer. Mais en fait, il y a trop de problèmes. Et la question qui se pose sur Mbappé, pour des douleurs qui... Alors, je sais, j'ai pas l'info, hein. C'est une hypothèse. Pour des douleurs qui viennent et disparaissent et reviennent, ça commence à sentir la pubalgie. Voilà, parce que musculairement, en fait, soit tu es fatigué réellement et il n'y a pas, tu joues un match, après tu joues 25 minutes, après tu rejoues 90 minutes. En fait, musculairement, ou tu es fatigué ou tu n'es pas fatigué. Par contre, les douleurs comme ça, je parle de pubalgie, mais ça peut être une tendinite, ça peut être, tu vois, des trucs comme ça, des gènes, en fait, pas musculaires. Voilà, parce que pour moi, c'est pas possible, en fait, s'il était fatigué musculairement, enfin, je veux dire, la logique, c'est de ne pas le faire jouer 90 minutes, surtout un match qui compte pas, qui est déjà plié. Justement, il a parlé, Tourelle, de ça dont tu parles, Yacine. On lui posait la question, pouvez-vous nous expliquer la logique de faire jouer Mbappé tout le match contre Lorient et seulement 15 minutes contre Lille? Et Thomas Tuchel répond, il n'y a pas de logique. Il a joué sans douleur, sans problème contre Lorient. Après, ce n'était pas possible. Il n'a rien fait pendant 3 jours à l'entraînement. Il a eu des douleurs 24 heures après le match. Et on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Ce n'est pas la logique, mais c'est la situation. Donc voilà, même Tourelle était un peu étonné d'avoir cette blessure, donc peut-être possiblement une pubalgie. Ma dernière question que j'ai à vous poser sur ce match, et Mousse, je me tourne vers toi. L'information, quand même, un enseignement de ce match, hier, de ce 0-0 dans ce choc entre le Paris, le premier et le deuxième, c'est que Paris n'a battu aucune des équipes du Quatuor en tête de Ligue 1. Un nul contre Lille, une défaite contre Lyon et une défaite contre Marseille. Est-ce que, Mousse, tu penses qu'il y a un enseignement à tirer? Alors, on fera un podcast spécial bilan du début de saison du Paris Saint-Germain, mais en tout cas sur les confrontations contre ces 3 adversaires-là du Quatuor de tête de Ligue 1. Ouais, d'habitude, c'est des stats pour Garcia, ça. C'est pas des stats pour Tourelle. Ah oui. C'est Marseille qui n'arrivait jamais à battre un gros. Il y a de ce qu'a dit Nico tout à l'heure. Hein. On va voir les conditions de la reprise, le manque de préparation. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est une année particulière. Et puis, il faut voir les conditions des défaites aussi. La défaite contre Marseille, on se rappelle du match. C'était un match qui arrivait très tôt dans la saison, juste après la reprise. Oui, ouais. Voilà. Et Marseille n'avait pas montré grand-chose. À vrai dire, il n'avait rien montré. Et je ne dis pas que Paris, ce soir-là, avait montré quelque chose, mais il y avait quand même eu plus d'occasions du côté du PSG. C'est embêtant malgré tout. C'est embêtant. Et c'est pour ça aussi que Tuchel, hier, j'avais mis un petit tweet. C'est aussi pour ça que Tuchel était en danger. C'est-à-dire que ce soit Nasser Al-Khelaifi ou tout l'état-major à Doha, ils n'ont que très peu apprécié la défaite contre Lyon. On connaît la rivalité entre Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaifi. Croyez-moi, Nasser Al-Khelaifi n'était pas content de perdre au Parc contre Lyon. Il y avait déjà eu la défaite au Parc contre Marseille. Il y a eu la défaite contre Monaco. Si tu perdais encore contre Lille, ça commençait à faire beaucoup. Je pense que je sais pas s'il y aura une décision de prise cet hiver. On verra lors de la dernière journée et en fonction des autres résultats à quelle place finit le Paris Saint-Germain. Mais il y aura tout de même une réflexion. Pourquoi il y aura une réflexion? Parce qu'il y a la double confrontation contre Barcelone qui se profile. Et croyez-moi, les amis, au Qatar, on n'a pas envie de perdre ce match, quoi. On n'a pas encore envie de se faire sortir en 8e par le Barça. Et qui plus est, qui n'est pas un grand Barça. Donc, que ce soit les résultats en Ligue 1, le fond de jeu et aussi la projection sur la Ligue des Champions, il faut que Thomas Tuchel il finisse mieux l'année. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une décision qui soit prise en fonction de la Ligue des Champions et peut-être installer d'ores et déjà un nouvel entraîneur pour insuffler encore une nouvelle dynamique. Il nous reste 5 minutes, donc je vous pose la même question à vous, Nico Yacine. Nico, est-ce que tu penses que le 0-0 contre Lille hier, en tout cas dans le jeu, dans la prestation parisienne, a conforté Tourelle, mais comme le disait Mousse, jusqu'à Barcelone. Et là, une défaite contre Barcelone pourrait voir Thomas Tuchel sauter et puis même mettre un entraîneur pour terminer la saison avec un autre coach, quoi. Mousse a plus d'infos que moi sur ce sujet. J'avais le sentiment qu'une défaite hier aurait condamné Tourelle, franchement.
par rapport aux résultats nuls et surtout à la prestation, j'ai vraiment aujourd'hui l'impression, sous réserve que ça se passe bien contre Strasbourg évidemment, qu'il a sauvé sa tête pour cet hiver parce que ça fait des économies d'argent, parce que c'est compliqué d'installer un entraîneur en milieu de saison, parce que plein de raisons aujourd'hui qui font que, à mes yeux, il risque de rester après la trêve. Après, quand on regarde cette histoire face au gros, alors je vais écarter tout de suite Marseille, qui pour moi n'est pas un gros prétendant, n'est absolument pas un prétendant au titre. Non, mais Alors, c'était dans le quatuor de Ligue 1, oui, quoi. oui, ils sont classés 4, je sais, mais voilà, aujourd'hui, il faut. C'est pas de l'anti-marseillais primaire. Aujourd'hui, l'OM, sur ce qui monte, n'est absolument pas un candidat crédible au titre, à mes yeux. Aujourd'hui, il y a deux équipes qui peuvent aller titiller le PSG, c'est Lille et Lyon. Quand on regarde le match contre Lille hier, le PSG a été largement supérieur avec une équipe très amoindrie. Par contre, effectivement, le match contre Lyon a été raté dans des grandes proportions et ça, c'est un peu plus problématique, surtout que Lyon va monter, enfin, semble monter en puissance. Mais je vois. Lyon Ouais, qui peut perdre Memphis en janvier aussi. Hein. Donc, ouais, de toute façon, ils vont perdre des joueurs, c'est sûr. Mais comme Paris, comme Marseille, comme Lille, toutes les équipes vont perdre des joueurs pendant le mercato, je pense, Moussa. Ouais. Paris perdra un joueur important. Tu Un joueur vois ce que je veux important, dire. Ouais, mais C'est un joueur de l'effectif lyonnais, tu vois. on parle d'un départ de Renato Sanchez pour équilibrer un peu les finances lilloises, hein, pour le mercato d'hiver, par exemple. Renato Sanchez qui est bien remplacé maintenant parce qu'ils ont un milieu de terrain qui fonctionne bien, mais qui est un joueur important à Lille. En tout cas, parce que la situation financière de Lille, hein, vous l'avez vu, est un peu compliquée. Bon, maintenant, le club est vendu à Olivier Létang et son fonds qui va venir avec lui pour réinjecter de l'argent à Lille, mais voilà, on verra. Après, Hugo, les autres clubs seront peut-être pas forcément en capacité aussi de payer des transferts tout de suite. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, mais comme tous les clubs sont dans des situations catastrophiques au niveau économique, alors ce sera peut-être des prêts avec option d'achat obligatoire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais un Renato Sanchez, tu ne pourras pas le vendre 50 millions. Je ne pense pas. De toute façon, les prix du mercato, cette histoire de Covid, ça a clairement chamboulé le mercato. Je ne suis pas sûr qu'à l'avenir, on voit encore des gros mouvements. Quoi, tu vois. Yacine, toi, ton avis sur est-ce que le fait que Thomas Tuchel a sauvé sa tête hier par le jeu, en tout cas proposé, et la performance, même si évidemment ça fait 0-0 et qu'à l'instant on se parle, le PSG est 3e de Ligue 1, mais est-ce que pour toi il a conforté sa place jusqu'à Barcelone? Non, parce que déjà dans le foot, il peut se passer tellement de choses aujourd'hui. Mais en fait, non, parce que pour moi, il y a plein de problèmes. Et en fait, Leonardo, c'est pas seulement un directeur sportif, c'est un mec qui a été entraîneur aussi. Donc, il sait analyser un contenu. Il n'est pas juste là pour dire c'est pas un comptable. Il voit ce qui se passe sur le terrain. Malgré tout, tu as, pour moi, un premier problème depuis plusieurs semaines, on l'a dit, c'est le coaching. Parce que finalement, sur les derniers matchs, il y a le match à Manchester, où à la limite, Tourelle fait un coaching payant, mais sur tous les autres matchs, le coaching, on l'attend toujours. Hier, il commence ses changements à 78e minute. Après, c'est des changements forcés par les blessures. Le contenu, on l'a dit tout à l'heure, Paris a été meilleur que ces dernières semaines, mais n'a pas été exceptionnel. Ne se crée pas non plus d'occasion. Moi, je l'ai dit au début, le 0-0, oui, Paris méritait un peu mieux. C'est pas un scandale non plus. Faut pas oublier que la possession de balle, oui, Paris l'a eu. Lille, c'est aussi une équipe qui aime bien laisser la possession. C'est pas non plus une équipe qui veut absolument le ballon. Voilà. Donc ça, c'est important. Moi, je pense pas qu'il ait sauvé sa tête. Je pense qu'il faut mener une réelle réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on veut faire de la deuxième partie de saison. Est-ce que cette année, c'est vraiment. On a limité la casse en fait en se qualifiant pour les huitièmes, en prenant l'argent de l'UEFA pour sortir des poules, etc. Et on verra ce qui se passera. Voilà. Ou est-ce que réellement on se dit, en même temps que tout le monde, c'est une année aussi spéciale, c'est-à-dire que peut-être que la Ligue des Champions, c'est peut-être cette année aussi. Le Bayern, je l'ai regardé contre là ce week-end, quand ils ont gagné 2-1. Bon, j'ai oublié l'adversaire, mais c'est Le pas. Bayern, Ouais. C'est contre les Leverkusen, non? Les Leverkusen, ils sont pas non plus impressionnants. Ils prennent leurs points parce que c'est le Bayern, parce que tu as Lewandowski, lui, qui finit les actions, mais eux non plus ne sont pas impressionnants. Donc moi, je pense qu'il y a une réelle réflexion sur, et Mousse disait rapidement sur est-ce qu'en décembre, est-ce que c'est le bon moment? Non, c'est Mousse ou Nico, je ne sais plus, bref. Est-ce que c'est le bon moment? Mais déjà, Leonardo l'a déjà fait, et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais moment, en fait. C'est réellement sur où tu veux aller. Voilà. Est-ce qu'on laisse couler la saison et puis il se passera ce qui se passera? Ou est-ce qu'on se dit non, on ne peut pas laisser passer 6 mois, il faut jouer les choses à fond? Est-ce que Tourelle, c'est encore l'homme de la situation? Ouais. Nico, très rapidement, puis après. Ouais, non, on l'avait dit pendant la trêve de novembre, je crois, qu'il y avait un créneau pour le virer, Tourelle.
Ils ne l'ont pas viré là, à ce moment-là, alors qu'ils pouvaient le faire vraiment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis novembre? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, c'est ce qui aujourd'hui me fait dire que, sauf catastrophe contre Strasbourg, leur réflexion qu'ils ont eue en novembre, je ne vois pas aujourd'hui ce qui a changé en un mois et demi. Donc, pour moi, ils vont le maintenir. Vraiment, ce n'est qu'un ressenti. Après, s'ils décident de mettre un autre entraîneur et qu'on part d'ici un mois et demi du match contre Barcelone sur un nouveau cycle, moi, je ne suis pas contre cette idée, mais j'ai vraiment le sentiment que le créneau de novembre, c'était la bonne fenêtre et qu'ils ont choisi de ne pas le prendre et qu'il n'y a rien aujourd'hui de suffisamment fort pour justement changer de décision. Ouais, moi, je pense aussi, je pense aussi que les joueurs sont importants. S'il y a une décision à prendre, forcément, ils seront consultés, en tout cas les cadres. Je pense que l'avis de Neymar, il sera prépondérant, celui d'Mbappé aussi, qu'on verra. Mais moi, je pense, par exemple, qu'un joueur comme Neymar, ça ne le dérangerait pas de finir avec Tuchel parce qu'il a sa confiance, il sait qu'il n'est pas obligé de travailler, il n'est pas obligé de faire ceci, cela. Donc voilà, c'est de ce côté-là. C'est bien ça le problème. C'est ça. En tout cas, Thomas Tuchel qui dirigera le prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera mercredi soir à 21h contre Strasbourg. Strasbourg qui a perdu 2-0 ce week-end contre Bordeaux avec un très bon Antel Ben Arfa. Une nouvelle fois décisif à la passe décisive. Strasbourg qui est 16e au classement. Donc voilà, le Paris Saint-Germain qui affrontera Strasbourg pour son dernier match de l'année 2020. Et puis on se retrouvera après pour la Coupe de France. Non, il y a le Trophée des Champions. Ce sera le Trophée des Champions. Trophée des Champions contre Marseille, effectivement. Donc on aura des bonnes choses à débriefer dans le podcast, mais donc on se donne rendez-vous jeudi prochain jeudi de cette semaine, jeudi pour débriefer le match. Je voulais vous remercier une nouvelle fois, Yacine, Nico et Mousse. Merci pour la qualité de vos analyses et de vos opinions, et on se donne rendez-vous jeudi pour débriefer ce match contre Strasbourg. Salut à tous, et puis un bon lundi. Ciao. Ciao. Salut.